Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans Capito, le podcast qui aide à comprendre. Un podcast UC Louvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vif. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les jeux vidéo. Je suis Alain et à la coprésentation de ce numéro, il y a Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain, bonjour à toutes, bonjour à tous. Novembre 2020, Sony et Microsoft lancent leur nouvelle console, la PS5 et la Xbox Series, et le géant américain Amazon a vu son stock de précommande épuisé en 15 minutes. Les ventes de jeux vidéo ont grimpé de plus de 60% en Belgique au début du confinement. Une étude menée en France en septembre 2020 révèle que le jeu vidéo a permis de garder le contact avec leur famille pour plus d'un joueur sur 3. Et pourtant, si les médias ont abondamment parlé du succès des plateformes de streaming pendant cette crise sanitaire, peu ont évoqué le succès des jeux vidéo. Depuis quelques années, le jeu vidéo a également fait son entrée dans les universités comme objet de recherche scientifique, pas étonnant pour la première industrie culturelle mondiale. Et pour nous aider à décrypter cet univers, nous accueillons Olivier Servet, anthropologue et doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et de communication et membre du Louvain Game Lab. Olivier Servet, bonjour. Bonjour. Olivier Servet, pourquoi les médias sont-ils si frileux quand il s'agit de jeux vidéo qui, comme on vient d'ailleurs de le dire, sont quand même la première industrie culturelle mondiale ? Oui, je pense qu'il y a un rapport un peu ambivalent à la question du jeu au départ et puis à la question des nouveautés. J'aime beaucoup citer l'exemple d'un de mes collègues américains, Tom Bolster, qui a travaillé sur, qui a fait une comparaison intéressante à un moment dans un de ses travaux sur les mondes virtuels et les jeux vidéo. Il a été recherché dans la presse américaine au milieu du 19e siècle ce qu'on disait du télégraphe, et c'est impressionnant de voir combien ça renvoyait à ce qu'on dit aujourd'hui dans la presse au niveau du jeu vidéo. Toutes les peurs en fait de l'époque sur la désocialisation, le repli sur soi, sur le fait petit à petit que ce genre de loisir va entraîner des pertes de compétences, des pertes de réflexivité. En fait, on retrouvait exactement les mêmes thématiques. Et puis quand on remonte de manière progressive jusqu'à nous, on se rend compte qu'avec le téléphone portable, en fait, avec toute une série d'infrastructures de communication et avec toute une série de loisirs, notamment technologiques, on retrouve en fait cette ambivalence et cette crainte. Et donc, c'est pas neuf, juste que on a affaire probablement à la dernière vague en fait de ces innovations et technologiques et de loisirs. Les médias pensent peut-être que le public des jeux vidéo est trop spécifique, que c'est un public de gamers ou un public de geeks. Mais quel est le profil type d'un joueur de jeux vidéo aujourd'hui ? Alors, profil type, justement, à partir du moment où on peut dire qu'aujourd'hui c'est un des premiers loisirs au monde, tout à fait clairement, ça veut dire qu'on va le pratiquer dans toutes les tranches d'âge, on va le pratiquer dans toutes les configurations sociologiques, et donc aujourd'hui, le profil type, en fait, il n'existe pas, au sens où je vous dirais plutôt, dites-moi à quel jeu vous jouez, je vous dirai qui vous êtes, dites-moi comment vous jouez, je vous dirai qui vous êtes. Et donc on a beaucoup plus une réflexion à avoir sur qui joue à quoi et comment jouez-vous, que à savoir quel est le profil type. Et ça, partout. Il y a 6-7 ans, une grosse équipe de chercheurs français sous un label qui s'appelle Ludespace avait fait un inventaire et une analyse pour la France, mais qui est globalement assez valable pour la Belgique, de cette pratique et cette émergence du jeu vidéo, et leur constat, c'était que dans toutes les tranches d'âge, jusqu'aux retraités, on joue aux jeux vidéo. Et évidemment pas au même. Si le premier jeu pratiqué par les seniors, c'est les réussites en ligne, c'est des jeux évidemment radicalement différents chez nos adolescents. Et donc on a une stratification d'âge qui existe, mais qui n'est pas la seule. Ce qu'on voit aussi souvent dans les médias, c'est les points négatifs qui sont pointés. Alors avec vous, on va essayer de les passer en revue, de faire le tour. Par exemple, est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Alors ça, c'est vraiment, effectivement, une question qui a été une question importante. Chaque fois que, aux États-Unis, par exemple, on a un drame sur un campus américain, très souvent, on va inférer aux jeux vidéo un lien ou une cause à cette violence. On a vu aussi qu'à l'époque en Norvège, quand on a eu la fameuse affaire Breivik autour
d'un massacre de masse, on a fait un lien entre jeux vidéo, pratique de jeux vidéo et ce type de réalité. Je pense que il faut être beaucoup plus nuancé. Aujourd'hui, on se rend bien compte que de nouveau, tout dépend quel type de jeu. On a des jeux qui sont des jeux guerriers, mais où le jeu, par sa dimension prosociale extrêmement forte, va totalement tempérer en fait cette dimension, qui va devenir une dimension essentiellement d'aventure en fait, et qui peut déployer en fait des comportements problématiques. Par contre, effectivement, on a certains types de jeux qui sont sans développement social, extrêmement tournés sur l'action, qui peuvent poser des questions. Donc on a un raffinement de l'analyse qui permet aujourd'hui d'identifier en fait pour quel type de public certains types de jeux peuvent être problématiques et dans quelle configuration ils le sont pas du tout. Et donc je pense que c'est vraiment important d'être nuancé. C'est un peu comme les émissions télévisées, les films, toute une série de réalités finalement de loisirs qui peuvent chacune d'elles générer en fait des déviations, des comportements difficiles. Mais donc, si je comprends bien, il faut une sorte de prédisposition chez le joueur ou la joueuse. Il faut pas une prédisposition, mais on joue selon, on va dire, les affinités, selon le groupe d'âge ou la strate socio-économique ou socio-éducative à laquelle on appartient. On joue pas au même type de jeu, et donc on va les investir de manière extrêmement différente. Alors, ce qui veut pas dire, au-delà de la question de la violence, que la question du temps investi va pouvoir changer fortement. Et là, on sait très bien que la période de l'adolescence et que la période du début de l'âge adulte, notamment la période étudiante, sont des moments extrêmement fastes pour ce genre de pratique, en termes en tout cas d'intensivité. Alors justement, est-ce que les jeux vidéo rendent addictifs? Est-ce qu'ils provoquent une addiction pour les jeunes ou pour les autres? Alors de nouveau, il faut se poser les questions de quel type de jeu et combien de temps. J'ai des seniors qui me racontaient qu'ils devaient faire une réussite, qu'ils réussissent tous les matins pour que la journée soit bonne. Et donc là, on est dans des pratiques qui sont de quelques minutes tous les jours. Et donc, est-ce que c'est une addiction? Je pense que il faut être prudent. D'ailleurs, le terme addiction est problématique. Moi, je préfère le terme dépendance. Et l'humain est un être dépendant. Le problème, c'est quand une dépendance, je veux dire, dès qu'on est, on est dépendant de ses parents. Et puis aujourd'hui, moi-même, je suis incapable de fournir tous les services qui me permettent de vivre. Donc, je suis dépendant de plein de choses. Mais quand une dépendance prend toute la place, là, on arrive à des comportements, évidemment, qui sont problématiques. Et au niveau du rapport aux jeux vidéo, on peut voir se développer pour des questions de performance, de rapport à soi, d'argent, pour des questions sociales aussi, puisqu'il faut savoir que la vie en ligne, notamment à travers de multiples communautés de joueurs, s'est développée, entraîne, comme toutes les passions, des comportements trop intensifs. Mais dans un certain nombre de cas qui aujourd'hui n'est pas extrêmement éloigné de ce qu'on voit dans d'autres types de loisirs qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. Vous avez parlé des seniors, vous avez parlé des adolescents. Chez les plus jeunes enfants, est-ce que les jeux vidéo sont dangereux ou abrutissants? Alors moi, je suis pas psychologue, je suis anthropologue, donc ce qui m'intéresse, c'est les sociabilités. Et ce que je constate, c'est que la pratique aujourd'hui des jeux vidéo chez les plus jeunes, d'abord, elle a fort augmenté, et je pense que le confinement a accru encore cette pratique. D'aucuns en boutade parlent de meilleur babysitter du monde. Alors meilleur, il faudrait discuter. Mais par contre, tout à fait clairement, on a une pratique qui n'est pas qu'une pratique repliée sur soi d'un cet âge-là. C'est un âge où on joue beaucoup avec les autres, où on aime partager en fait sa pratique. Et les études qui travaillent sur cette pratique des jeunes enfants ou des enfants en tout cas en dessous de 12 ans qui pratiquent du jeu vidéo montrent combien il y a une articulation extrêmement forte entre le besoin de raconter, le besoin de parler et la pratique en tant que telle. Et donc, d'une certaine manière, je dis souvent aux parents, c'est extrêmement important que vous ne dites pas à votre enfant, c'est ton jeu, ça ne m'intéresse pas, mais qu'au contraire, il y ait une attention, une écoute, un intérêt pour la passion de l'enfant, parce qu'en fait, l'échange fait vraiment partie de ce qui est recherché et ce qui est important. Est-ce que les jeux vidéo rendent asociaux?
comme toute passion forte, on peut avoir des comportements asociaux. Maintenant, d'une part, les concepteurs de jeux vidéo ont été très attentifs à la critique qui s'est adressée à eux depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on a vu dans le design des jeux se déployer toute une série d'éléments, de dispositifs qui favorisent en fait le fait d'être en contact avec les autres, qui favorisent le fait de dépendre des autres, qui favorisent le fait de mobiliser d'autres joueurs pour en fait développer des attitudes prosociales. Et donc dans beaucoup de ces jeux qui il y a une dizaine d'années favorisaient un certain repli, une capacité à jouer seul et donc à ne pas être en société, même si c'est des sociétés en ligne, il y a une véritable évolution qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces jeux sont inintéressants au bout d'un moment à jouer seul, et on a besoin des autres, et donc de compétences de négociation, de capacité à dialoguer, de capacité à pouvoir apprendre des autres, à pouvoir partager, et donc les compétences prosociales dans tous les types de jeux aujourd'hui sont globalement majoritaires. Alors, évidemment, on a des jeux, notamment des jeux logiques, ou on a des jeux répétitifs comme les jeux de cartes, qui sont des jeux où la sociabilité est assez limitée, mais souvent c'est des jeux qu'on joue peu, une longue durée. Mais pour les jeux qui nécessitent de la longue durée, il y a une forte intégration, incorporation de compétences sociales dans cette pratique, en fait, pour bien articuler la durée de ces jeux qui est plus importante avec la nécessité de rester vraiment en lien avec d'autres. Vous venez de sortir le livre Dans la peau des gamers, qui se concentre sur le jeu World of Warcraft, que vous qualifiez justement de jeu vidéo social. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce jeu et quelle est sa mécanique ? Oui, alors c'est un jeu où quand moi j'ai commencé, il existait depuis 6 ans, et donc j'avais mes collègues d'Infocom ou de Sciences du jeu qui disaient mais Olivier, pourquoi tu commences à travailler sur un jeu qui a déjà 6 ans, il est déjà en voie de péremption. Et en fait, le regard d'un spécialiste des sciences du jeu, du design du jeu ou d'un anthropologue, il est radicalement différent. Moi, comme anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est les sociabilités qui sont développées en fait dans ces interfaces. Donc plus le jeu a une vie longue, plus le jeu existe déjà depuis un certain temps, plus j'ai la garantie en fait qu'il est développé toute une série de pratiques sociales. Donc j'ai choisi ce jeu pour ces raisons-là. Rechercher finalement une communauté, alors c'était encore à l'époque des millions de joueurs et ça l'est toujours aujourd'hui, mais qui avait cette durabilité qui était tout à fait fondamentale. Et ce jeu, c'est un jeu classique qu'on retrouve dans le mode en anglais qu'on appelle MMORPG, je traduis, ça veut dire les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Et ces jeux sont des jeux où on incarne un personnage, ce personnage doit monter en niveau et puis en équipement, et au bout d'un moment, il stagne s'il est seul, il a besoin de participer à une communauté qu'on appelle une guilde, et donc il va le déployer au bout d'un moment, des compétences collectives en fait qu'il va expérimenter, des compétences où on va développer un management à distance, où on va développer des compétences de coordination extrêmement fortes, où on va développer aussi toute une série de manières de partager l'information ou de se l'approprier. Donc au-delà d'un univers de type jeu de rôle, un peu à la Tolkien, le Seigneur des Anneaux, on va retrouver en fait une mécanique assez classique qu'on retrouve dans toute une série d'autres franchises équivalentes. Alors, comment avez-vous mené votre recherche? Est-ce qu'il y a une classe anthropologue dans World of Warcraft? Et quels sont les aspects du jeu que vous avez étudiés? Comme je le dis dans le livre, j'ai travaillé d'abord, j'ai vraiment travaillé méthodologiquement à réfléchir qu'est-ce que pour un anthropologue faire une observation de terrain à partir d'un avatar. Donc j'ai choisi mon avatar pour cette observation. Ça signifie que j'ai choisi notamment un personnage qui allait être utile pour les autres, puisque à partir du moment où vous êtes utile pour les autres, on vous intègre plus facilement. Donc j'ai choisi un personnage qui pouvait notamment être un soigneur. J'ai choisi aussi rapidement de pouvoir accomplir une série de défis qui me permettaient d'avoir un titre. Alors il n'y a pas le titre d'anthropologue, mais le titre de professeur existait, donc j'ai essayé d'avoir celui-là, ce que j'ai obtenu. Ce qui permettait de rappeler chaque fois aux joueurs que j'étais anthropologue, parce qu'évidemment, j'ai dit qui j'étais, ce que je faisais, même si rapidement ils n'ont pas oublié, mais en tout cas, je suis devenu d'abord un joueur comme eux. Je dis souvent qu'à l'origine, je suis pas gamer, j'aime bien les jeux, je suis la première génération de jeux vidéo des années 80, mais je n'étais pas un grand gamer, et donc je l'ai vraiment fait comme un anthropologue. Et l'originalité de ce terrain, et de l'incarner, c'est de se dire, avant moi, il y avait peu de terrains qui avaient duré, en fait. La plupart, les plus longs terrains avaient duré 2 ans et demi, mais pas plus.
Et mon intention, ça a été de dire, moi, je veux vraiment faire un suivi d'une communauté en ligne pendant plusieurs années. Et donc, au total, intensivement, ça a été 4 ans. Et puis après, je suis toujours en contact aujourd'hui, 10 ans après le début, avec une série de ces joueurs avec lesquels j'ai encore de temps en temps des suivis, des échanges, etc. Et la longue durée, elle permet vraiment, c'est une spécificité de l'anthropologie, elle permet vraiment en fait de voir une série d'éléments, de rythmes, de transformation d'une communauté qu'on peut pas voir uniquement sur une période assez courte de 1 ou 2 ans. Un jeu comme World of Warcraft, c'est l'œuvre de développeurs qui ont établi un monde et les règles qui le régissent. Est-ce que tout ça, ça laisse de la place à une certaine créativité de la part des joueuses et des joueurs ? Alors la communauté de WoW, elle est vraiment intéressante parce que c'est une communauté où rapidement la société Blizzard qui gère le jeu s'est rendu compte qu'il y avait tout un intérêt à développer une communauté de joueurs un peu aficionados. Et donc depuis le début de ce jeu, il y a un vrai travail qui est fait de dialogue en fait avec la communauté des gamers. Quand ils sont pas contents d'une extension du jeu, ils le disent et souvent les programmeurs s'adaptent et ça crée un lien très particulier qui est extrêmement fort au sein de cette communauté. Et donc le fait d'avoir choisi cet univers-là, c'est pas un hasard. Ça permet aussi d'avoir de la créativité. Hein. Le jeu est partiellement ouvert, ça veut dire que les joueurs ont la capacité de créer des petits programmes qu'ils vont implémenter en complément du jeu pour changer l'interface, pour adapter certaines expériences du jeu. Ce qui n'existe pas dans toutes les franchises. Hein. On a des franchises où l'intervention, ou la capacité d'intervention des joueurs, programmeurs est beaucoup plus limitée, mais ici c'est vraiment disponible. Et donc on a vraiment un marché, alors certains sont payantes, d'autres sont gratuites, de ces petits programmes, de ces petites interfaces qui permettent d'adapter les choses. Donc ça c'est un premier niveau de créativité qu'on rencontre dans le jeu. Le deuxième niveau, c'est que les joueurs vont vivre assez longtemps dans ce jeu, tant en termes de durée qu'en termes d'heures par jour. Hein. La plupart des joueurs qui jouent tous les jours, et à l'époque où je faisais mon terrain, ils représentaient quand même un joueur sur 2 ou sur 3 selon les moments, vont ne pas faire que jouer. À peu près la moitié de leur temps, ils le passent à faire autre chose, et notamment à avoir des pratiques sociales. Moi, j'ai étudié dans le livre des mariages. Alors au départ, je pensais que c'était des jeux de rôle amusants, et puis en creusant, je me suis rendu compte que certains de ces mariages en ligne ont débouché sur de vrais mariages. Donc je me suis intéressé à se dire, mais en fait, il y a des choses plus fondamentales qui se jouent. Il y a des funérailles aussi, qui sont des funérailles de vrais joueurs, dont pour de multiples raisons, la guilde apprend la disparition d'un des siens et il ne le connaissait pas physiquement, mais quand on a passé des centaines d'heures ensemble, il y a un lien qui se crée malgré la distance et malgré la non-connaissance du corps physique de l'autre. Et à ce moment-là, toute une série en fait de cérémonies sociales, de créativité sociale voit le jour également. Donc on peut dire vraiment que c'est des lieux de créativité. Mais pourquoi il y a justement ce besoin en fait de faire intervenir des événements qui normalement se passent dans la vie réelle, mais de les faire intervenir dans ce monde virtuel ? Alors, les raisons sont multiples. Hein. Il faut savoir d'abord que je pense que des jeux comme World of Warcraft ont été des jeux qui ont fait émerger des sociabilités en ligne. Donc ça veut dire des groupes d'amis qu'on n'a jamais vus physiquement. La guilde que j'ai choisie, les Dragons Immortels, c'était à l'origine, à part l'un ou l'autre, une communauté d'une centaine de joueurs qui ne s'étaient jamais vus physiquement. Et ce qui était intéressant, et c'était un des choix évidemment que j'avais fait, c'était de voir qu'est-ce que ça va être capable de générer comme lien. Et c'était impressionnant en fait. J'ai eu la chance de pouvoir, grâce au FNRS, les réunir à un moment à Louvain-la-Neuve. Et quand on les a réunis alors qu'ils ne se voyaient, je me suis dit ça va être très compliqué, c'est des gens qui viennent d'origines très différentes, qui ne se sont jamais rencontrés, comment on va gérer la vie en communauté, collectivement, en présentiel pendant 3 jours. Et ça a été sidérant de voir qu'en fait c'était exactement comme ça, c'était si ça s'était produit en ligne. Et donc on a vraiment là une série de choses qui se passent en ligne, une vie sociale, une communauté qui se crée avec ses propres pratiques, avec ses référents aussi symboliques qu'on peut pas avoir dans la vie de tous les jours parce qu'on est dans un monde qui est différent, qui a ses règles, qui a ses mythologies, qui a ses pratiques. On est contraint aussi parce que permet l'environnement informatique et c'est chaque fois à la fois une contrainte et un défi parce que ça permet évidemment de faire aussi d'autres choses. Dans la vie réelle, je peux pas encore me téléporter par exemple. Là, le fait de pouvoir se téléporter, ça permet de faire des choses différentes. Et donc voilà, toutes ces potentialités qu'offrent ces mondes expliquent pourquoi certains en tout cas vont les fréquenter abondamment.
Tout comme le monde réel, le monde d'Azeroth, qui est le monde de World of Warcraft, possède sa propre économie. Qu'est-ce que vous avez pu observer dans ce domaine en termes d'échanges et de relations économiques entre les joueurs? Bon, sur les échanges économiques, j'ai une partie quasi complète parce que c'est d'une complexité importante. Je crois qu'il faudrait distinguer l'économie entre joueurs de l'économie des guildes. Hein, les guildes sont plutôt dans des logiques de gratuité et d'efficacité pour le groupe, et donc ce qui est gagné collectivement et réparti. Entre joueurs, on a une logique d'hôtel des ventes où tous les objets gagnés, enfin une partie de ces objets peuvent être revendus. Et enfin, troisième élément, on a des braconniers des mondes virtuels, hein, ceux qu'on appelle ces fameux Chinese Gold Farmers, parce qu'ils étaient majoritairement en Chine, même si plus génériquement ils viennent d'Asie, qui sont des joueurs professionnels employés par des sociétés dans ces pays-là, qui vont produire automatiquement avec des robots des bots, des robots informatiques qui bougent en fait des joueurs, des avatars, et qui vont faire des tâches répétitives pour gagner en fait des biens virtuels, de l'or ou des équipements, et qui vont pouvoir les revendre contre euros trébuchants à des joueurs européens par exemple. Donc ça, c'est 3 types d'éléments de cette économie des jeux. Jusqu'à une certaine période, on était en dizaines de milliers de travailleurs sur ces entre guillemets marchés virtuels asiatiques. Mais donc, on est sur une économie qui sort du jeu. Ça reste plus dans le jeu. Ça devient de l'euro, du dollar, quelque chose. Exactement. Et donc là où le jeu a toujours varié avec un abonnement alors ça variait entre 16 et 10 euros le mois. Ça, c'est l'économie typiquement uniquement du designer, du manager du jeu, de la société qui gère le jeu. Elle vend aussi évidemment une série d'objets ou de créatures numériques contre des euros. Mais c'est le petit bout de la lorgnette. Ce qui est intéressant de voir, c'est quel type d'économie se crée dans le jeu par les joueurs, et puis quel type d'économie vient se greffer au jeu pour produire autre chose. Et ça, c'est ces fameux Gold Farmer. Vous avez fait partie de la guilde Les Dragons Immortels. Est-ce que dans les guildes, on est confronté à des tensions entre joueuses et joueurs? Et est-ce que ces tensions se règlent comme dans la vraie vie? Alors c'est intéressant parce que sur la question des tensions, d'une part, on a des fonctions et des rôles qui sont très importants. Hein. La première fonction, c'est le maître de guilde, hein, ou la maîtresse de guilde, donc le guild leader, comme on dit, qui va avoir une fonction vraiment d'arbitrage, une fonction de sanction, le cas échéant, et donc qui va gérer ce type de pratique. On a parfois aussi des sous-statuts qui sont les officiers qui vont participer en fait à cette gestion et avoir les autorisations pour pouvoir avoir un pouvoir de police ou de justice au sein de ces micro-communautés. Quand ça dérape trop, on peut faire appel au médiateur officiel du jeu, ça veut dire à une série de personnes qui sont mandatées par la société Blizzard, qui sont employées par elle pour pouvoir résoudre ces conflits. Et puis pour l'essentiel, en fait, c'est de la médiation informelle, et notamment sur les rapports hommes-femmes, j'ai assisté à de multiples alors peu de dérapages en fait, hein. On est dans des mondes qui sont relativement humoristiques au niveau social, et donc on peut aller parfois très très loin sans que ça ne déborde ou sans que ça ne glisse. Mais la plupart du temps, il y a un arbitrage assez générique qui se fait au sein des communautés elles-mêmes. Et ce qu'on appelle le trolling, donc qui est une pratique, on pourrait dire, d'agression verbale en ligne, est assez vite, on va dire, modérée en fait d'une manière ou d'une autre par les systèmes que j'ai décrits. Et est-ce que ces compétences acquises dans les groupes virtuels ont tendance à être reproduites dans la vie réelle par les joueurs et les joueuses? En fait, est-ce qu'il y a une acquisition de connaissances, en fin de compte, qu'on peut appliquer après dans la vie réelle? Ça, on a plein d'éléments, et pas qu'en anthropologie, mais aussi en neurosciences, qui montrent en fait que les joueurs, sur le multitasking, sur la capacité de négociation, sur la capacité d'écoute, puisque vous devez être attentif parfois à comprendre quelqu'un uniquement par la voix et par la tonalité d'une voix, puisque vous ne le voyez pas nécessairement.
toute une série d'éléments de coordination à distance qui sont vraiment développés de manière extrêmement forte dans le jeu, et c'est particulièrement vrai par le fait que ces jeux vidéo sont des jeux assez répétitifs où vous devez en permanence remettre sur le métier une série d'actions coordonnées, concertées, qui nécessite une optimisation de compétences, qui nécessite un savoir partagé, qui nécessite des stratégies collectives, et tout ça est extrêmement important dans le management contemporain. Et donc on sait que dans l'animation de communautés humaines, qu'elles soient virtuelles ou réelles, qu'elles soient en ligne ou hors ligne, ce type de compétences aujourd'hui est tout à fait fondamental. Et donc je me souviens d'un exemple d'un cadre dirigeant d'une très grande entreprise française où à un moment, pour la direction des ressources humaines, on avait une série de candidats en phase finale, et l'argument décisif qui a permis de choisir le directeur des ressources humaines final, ça a été le fait que ça avait été un maître de guilde pendant plusieurs années d'une guilde de très haut niveau. Et donc c'était intéressant de voir que les compétences acquises en management étaient devenues un argument clé, en fait, même à ce niveau-là de sélectivité. Vous faites partie du Louvain Game Lab. Quelles sont les autres recherches qu'on peut mener sur les jeux vidéo dans une université ? Alors, on mène des recherches au moins à 3 niveaux, je dirais. D'une part, il y a des questions vraiment techniques, en fait, de programmation, de techniques de déploiement, en fait, de jeux vidéo, avec réalité virtuelle, avec toute une série de nouveaux inputs qui sont possibles grâce aux technologies. Donc ça, c'est vraiment l'interface entre sciences humaines et technologie. Il y a des recherches qui s'occupent de tout ce qui est narration, ça veut dire tout ce qui est la narratologie, le récit, l'histoire, puisque dans tous ces jeux on raconte des histoires aussi, et donc l'histoire joue un rôle tout à fait clé, et ça fait partie en fait des études sur les jeux vidéo. On a des études sur les pratiques sociales dans les jeux vidéo, et dont je fais partie, mais des sociologues, des spécialistes de sciences de l'éducation ou d'autres travaillent sur cette dimension-là. Et enfin, on a tout ce que permet le jeu vidéo en dehors du jeu en tant que tel. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut utiliser un jeu vidéo à l'école, comment est-ce qu'on peut utiliser un jeu vidéo dans une entreprise ou en formation, comment on peut utiliser un jeu vidéo, pourquoi pas à l'université, pour être utilisé pas seulement pour le jeu, mais pour ses compétences, son habilité à développer en fait d'autres choses, à former finalement sur d'autres choses. Voilà, ça c'est une série d'éléments, ou c'est un panel de possibles en fait d'études de ces jeux vidéo. C'est sur ces perspectives qu'on va terminer cet échange. Olivier Servet, je rappelle que vous êtes anthropologue, membre du Louvain Game Lab, et que vous êtes l'auteur du livre Dans la peau des gamers aux éditions Cartala. C'est disponible à partir du 26 novembre 2020. Chez le même éditeur, vous avez déjà sorti un livre précédent qui s'appelle Jeux vidéo, nouvel opium du peuple ? Et il est déjà disponible depuis mars. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Olivier Servet. Merci beaucoup. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs, Alain et Sabrina, en partenariat avec le magazine Le Vif. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute, sur levif.be et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UC Louvain, sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.